de la scolastique, la quaestio. Hein, on finit, là on va le voir tout à l'heure avec Thomas d'Aquin, hein, c'est-à-dire qu'il y a la question classique. On a une thèse, disons, on va l'appeler A. On va proposer, pour commencer, des arguments. En fait, cette thèse A qu'on propose, est-ce que, en fait, on est supposé qu'on soit contre cette thèse. Par exemple, est-ce que Dieu a une moustache? Ils vont conclure que Dieu n'a pas de moustache. On va faire une première série de questions qui va proposer des arguments en faveur de cette thèse. On va appeler les arguments pro. Après, on va faire un set contra, dans lequel on va donner un ou plusieurs arguments contre. Ensuite, on va procéder à une détermination, une solution, on va répondre en donnant cette fois-ci sa propre opinion. Et dans la dernière partie, on va répondre aux arguments soit pro, soit contra, selon évidemment la thèse qu'on a retenue. Donc, une méthode dialectique, argumentée, et le propre de la scolastique, c'est que justement, elle met en scène clairement, elle affiche, si vous voulez, le raisonnement très clairement. Il y a un assez beau texte, un peu une rêverie de l'historien d'art Erwin Panofsky, que vous connaissez peut-être, qui avait comparé la somme scolastique, cette somme avec ses parties, ses sous-parties, ses arguments qui se répondent, à la structure de l'architecture gothique. En montrant qu'il y avait une correspondance entre la pensée à l'œuvre dans le monde intellectuel et à la même époque ce qu'on repérait dans l'architecture. Évidemment, c'est une rêverie d'historien d'art, mais ce n'est pas inintéressant. Ça s'appelle Scolastique Architecture Gothique. Vous pouvez lire, qui est traduit en français d'ailleurs. Vous pourrez vous dispenser en revanche de la postface de Bourdieu, qui est, à mon avis, n'est pas pertinente, mais le texte même de Panofsky est intéressant. Bon. La durée des études, en moyenne, disons que pour un cursus en art, c'est 6 ans, auquel doit s'ajouter, selon ce qu'on fait après, donc 6 ans pour la médecine, en droit 8 à 12 ans, et en théologie on ajoute encore 15 ans. Mais il faut bien voir que vous avez donc le baccalauréat, la licence, la maîtrise doctorale, ils commencent beaucoup plus jeunes, et d'autre part, une fois qu'ils ont la possibilité d'enseigner, qu'ils ont fini en plus en art, ils commencent à être maîtresses art, ils peuvent être étudiants en théologie parallèlement. Vous voyez ce que je veux dire? Et par ailleurs, le baccalauréat, qui fournit le premier grade universitaire, fait passer l'étudiant du stade d'auditeur passif à celui d'assistant de son maître. C'est-à-dire qu'il va faire quelques cours, déjà le bachelier. Il entre dans le processus d'enseignement. La licence, quant à elle, est un grade qui permet d'enseigner, et certaines universités comme Paris et Bologne ont la licentia ubique docendi, c'est-à-dire qu'elles sont tellement prestigieuses qu'ils peuvent enseigner n'importe où. Ça leur donne le droit d'enseigner partout en Occident. Et cet objectif d'avoir la licence ubique docendi, cette licence de pouvoir enseigner n'importe où, c'est ce qu'ont recherché beaucoup de centres d'études, beaucoup d'universités, et c'est généralement donc ça qui caractérise vraiment ce qu'on appelle le studium generale, c'est-à-dire le centre d'études général, celui qui permet d'avoir cette licentia ubique docendi. La maîtrise ou le doctorat suit la licence, elle permet de devenir maître. Alors, véritablement maître, d'enseigner à l'université. Dans le cas de la médecine, par exemple, la licence permet d'exercer le métier de médecin, mais pour exercer à Paris, il faut quand même avoir la maîtrise. C'est plus chic d'être médecin à Paris. Vous voyez, on rajoute. Alors, généralement, le problème, c'est que c'était une simple formalité, cette maîtrise, mais il y avait un banquet organisé. La tradition qui a démoré le phénomène, encore, vous savez, des banquets après le doctorat. Et comme c'était très onéreux, eh bien, celui qui ne se destinait pas à l'enseignement se contentait de son statut de licencié et ne passait pas la maîtrise qui était fort ruineuse. Parce que payer un banquet au maître, c'était quelque chose de coûteux. Alors, je m'arrête un tout petit peu sur la faculté des arts, parce que c'est celle qui va nous retenir aujourd'hui. Les arts libéraux dont j'ai parlé la semaine dernière étaient théoriquement ce qu'on enseignait à la faculté des arts.
c'était considéré comme un préalable à, disons, toute forme de cursus par la suite, tout cursus dans une université supérieure. Mais évidemment, c'est là qu'on va voir que c'est compliqué, car en fait, dans une université comme l'Université de Paris, ça va être aussi le cas de l'Université comme l'Université d'Oxford, en réalité, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le XIIIe, ces facultés des arts vont devenir quasi exclusivement des facultés de philosophie et de philosophie aristotélicienne. Ça va être des facultés d'aristotélisme en quelque sorte. Or, cela peut surprendre à première vue, puisque le XIIIe siècle, qui voit, le début du XIIIe siècle, qui voit la fondation de l'université, voit aussi des interdictions relatives à l'enseignement d'une grande partie du cursus d'Aristote. Alors, que s'est-il passé? Comment est-on passé, pour reprendre l'expression du philosophe Luca Bianchi, comment est-on passé de la proscription de l'Aristote à la prescription de l'Aristote, de l'interdiction d'enseigner l'aristotélisme à l'obligation dans les programmes de l'enseigner, au point que ça devenait l'essentiel de l'enseignement. C'est tout ce qui s'est passé en fait entre 1210 et 1255. Alors, je vais résumer brièvement, parce que je ne vais pas vous lasser avec ces aspects institutionnels qui ne sont pas du tout ma spécialité en l'occurrence, mais enfin, il y avait quelques textes quand même qu'il faut retenir. En 1210, le concile de la province ecclésiastique de Sens, alors vous savez qu'au Moyen-Âge, Paris est un évêché, mais n'est pas un archevêché. Paris est un diocèse qui dépend de la province ecclésiastique de Sens. C'est l'archevêque de Sens qui, en fait, est, si vous voulez, à la tête de cet ensemble de diocèses qu'on appelle la province ecclésiastique, ou l'archevêché, si vous voulez, l'archidiocèse. Et donc, c'est lui qui domine, qui est à la tête. Et alors, c'est bien, si vous vous promenez dans le Marais, vous avez peut-être déjà aperçu le fameux hôtel de Sens, qui est relativement tardif, qui tranche dans le Marais par son architecture tout près de la Seine. Quand vous arrivez au plan de la rue des Donadières, vous voyez cet merveilleux hôtel un peu refait dans le style néo-gothique, qui tranche beaucoup avec le reste du Marais, qui est plutôt une architecture Henri IV. Donc, vous pouvez voir l'archevêque de Sens. Donc, effectivement, l'archevêque de Sens donnait donc son avis sur toutes les affaires ecclésiastiques à Paris. Bref, je fais une parenthèse, en 1210, donc le concile de la province ecclésiastique de Sens interdit l'organisation de cours sur, je cite, les livres naturels d'Aristote et sur les commentaires, tant en public qu'en privé, sous peine d'excommunication. Qu'est-ce qui est interdit? Il est interdit, ce sont les livres naturels. C'est-à-dire, effectivement, tout ce qui relève de la philosophie naturelle proprement dite, sciences naturelles, philosophie naturelle, mais aussi la métaphysique, le livre de l'âme ou la physique. C'est-à-dire, en fait, la majeure partie de ce qui a été traduit au XIIe. Qu'est-ce qui n'est pas interdit, en revanche? C'est la logique. La logique d'Aristote peut être enseignée. En revanche, les livres naturels d'Aristote, la philosophie naturelle d'Aristote, est interdite d'enseignement sous peine d'excommunication. Alors, attention, souvent, vous lirez dans les textes, il est interdit de lire, léguer. Pas de contresens, ça veut dire faire un cours, faire une leçon dessus. Il n'était pas du tout interdit de lire Aristote pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens pouvaient lire la philosophie d'Aristote, mais ils ne pouvaient pas léguer, c'est-à-dire lire au sens de faire une leçon. Parce que, évidemment, la philosophie d'Aristote, qui n'avait pas été encore complètement intégrée ou qui n'avait pas été digérée par cet organisme théologique, posait un problème. Il y avait notamment des questions, par exemple, de penser à l'éternité du monde. Pour Aristote, le monde est un créé éternel. Un problème pour un christianisme qui pense que, avec la Genèse, le monde a été créé. Et puis il y a un terme. Bon. 5 ans plus tard, en 1215, les fameux statuts de Robert de Courson que j'ai cités tout à l'heure